suis Elsa Bernard, professeure de droit public à l'Université de Lille, spécialiste de droit de l'Union européenne, et je vais traiter de l'Union européenne face à la crise sanitaire. Cette union qui s'est parfois montrée impuissante, inapte à gérer la crise sanitaire, voire ébranlée par elle, mais qui s'est également renforcée dans ce contexte si particulier grâce à la mise en place de mécanismes de solidarité et à l'adoption de mesures jusqu'alors inédites. Avant de présenter ces mécanismes et ces mesures qui ont été adoptées, c'est-à-dire avant de présenter ce que l'Union a effectivement fait dans le cadre de la crise, il est impératif d'indiquer ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire quelles étaient, quelles sont toujours ses compétences pour agir, notamment en matière de santé publique. Cette question est essentielle, car il est souvent avancé que l'Union n'agit pas ou pas suffisamment, sans que l'on sache toujours que l'Union doit avoir des compétences pour agir. Compétences qu'elle ne détermine pas elle-même, mais qui lui sont attribuées par les États membres dans les traités. C'est ce que l'on appelle le principe d'attribution des compétences. Et l'Union ne peut agir que dans les limites de ses compétences. Or, en matière de santé publique, elle ne bénéficie que de compétences dites d'appui, de coordination et de complément qui ne lui permettent d'intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter les actions étatiques, ce qui est évidemment une opération délicate, a fortiori dans le contexte d'une crise sanitaire sans précédent. En tant que maître des traités, les États membres ont prévu qu'en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, l'action de l'Union est menée dans le respect de leurs responsabilités. Et ce faisant, ils n'ont, a priori du moins, pas armé l'Union au plan juridique pour gérer une crise sanitaire. A priori, car l'on peut également trouver dans les traités d'autres dispositions qui soumettent les questions de santé publique au domaine des compétences partagées, cette fois, compétences partagées entre l'Union et les États membres. On pense notamment aux enjeux de sécurité en matière de santé publique ou encore à la protection de la santé des personnes en matière d'environnement. Mais en tout état de cause, face à la crise Covid, il n'était pas attendu de l'Union qu'elle légifère, ce qui aurait pris trop de temps. Il était plutôt attendu d'elle qu'elle appuie et coordonne rapidement les actions des États membres avec les moyens qui sont à sa disposition. Par exemple, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui est doté d'un mécanisme d'alerte précoce ou, grâce à ses compétences, cette fois exclusives, en matière économique, marché intérieur, concurrence. Or, l'Union n'a pas réagi dans un premier temps avec la célérité et l'efficacité attendues. En mars 2020, la crise sanitaire a d'abord révélé une inadaptation du système institutionnel de l'Union, de ces procédures qui sont nécessairement complexes, faites de compromis, de conciliation, mais c'est inhérent à la nature même de cette organisation internationale si particulière, composée de 27 États qui ont été diversement frappés par la pandémie et qui ont réagi en ordre dispersé face à elle. L'Union a d'abord semblé spectatrice des mesures étatiques prises dès le début de la crise, et qui ont pourtant ébranlé ses fondements mêmes, mais qu'elle s'est contentée d'entériner a posteriori. Alors, ces fondements, quels sont-ils? D'abord, les libertés de circulation entre États membres, qui ont évidemment été profondément affectées, tant par la fermeture des frontières décidée unilatéralement par certains États, ce qui est encore le cas aujourd'hui, que par exemple par l'interdiction d'exporter du matériel médical, des masques notamment, vers l'Italie, qui était pourtant dans une situation très grave. Ensuite, le principe d'une concurrence non faussée, que les États n'ont plus cherché à respecter parce qu'il leur fallait octroyer des aides aux nombreuses entreprises en difficulté. Enfin, on peut également citer le principe de la discipline budgétaire,
qui impose en temps normal aux États de la zone euro de limiter leur déficit public à 3% du PIB et qui a vacillé suite à l'activation pour la première fois de la clause dérogatoire générale prévue par le pacte de stabilité et de croissance, ce qui permet aux États d'injecter dans l'économie ce qu'ils ont besoin d'injecter et ce qui était évidemment une nécessité. Si la réaction européenne a été tardive, elle a toutefois eu lieu et elle a abouti à l'adoption de mesures sans précédent, notamment, et l'on ne s'en étonnera pas, en matière économique. Différentes mesures financières et monétaires ont ainsi été adoptées par les institutions européennes, par la Banque européenne d'investissement, par la Banque centrale européenne, par le Conseil, pour faire jouer la solidarité par des prêts aux entreprises, des prêts aux États, des mesures de politique monétaire ou encore, par exemple, un mécanisme de soutien au régime d'assurance chômage temporaire des États membres. Mais le véritable bouleversement est venu du plan de relance initié par le couple franco-allemand et inscrit dans le cadre du budget pluriannuel de l'Union pour la période 2021-2027. Ce plan de relance se fonde sur l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit la possibilité de prendre des mesures décidées dans un esprit de solidarité entre les États membres et qui soient appropriées à la situation économique. L'accord auquel a abouti le Conseil européen permet un endettement commun. La répartition des 750 milliards d'euros comprend deux volets. 390 milliards d'euros de subventions distribuées aux États membres, ce qui est une innovation en matière de solidarité financière, et 360 milliards d'euros de prêts. Alors cet accord doit encore être validé par 11 États pour permettre l'allocation des fonds, ce qui pourrait être fait durant l'été 2021, même si une récente décision de la Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, suspend la ratification allemande à l'examen des recours juridiques introduits au niveau national contre ce plan de relance, ce qui pourrait donc retarder sa mise en œuvre. Pour la première fois aussi, cet accord budgétaire a donné lieu à un mécanisme de conditionnalité qui consiste à réduire ou à suspendre les paiements européens pour les États membres pratiquant des violations systémiques liées à l'état de droit, et l'on peut regretter que ces réductions ou suspensions ne soient prévues que lorsque ces violations affectent ou risquent d'affecter la gestion des fonds de l'Union européenne. Mais il s'agit là d'une concession faite à la Pologne et à la Hongrie, deux États qui ont d'ailleurs déjà intenté un recours en annulation devant la Cour de justice contre le règlement qui prévoit ce mécanisme. Si les principales mesures européennes adoptées face à la Covid sont de nature économique, ce qui est logique au regard du champ de compétences de l'Union, certaines touchent également le domaine sanitaire. En mars 2020, la Commission a ainsi doté la réserve Rescue, qui existait déjà depuis 2019 mais qui comptait du matériel de lutte contre les incendies, de capacités en matière de constitution d'un arsenal médical. Cette réserve, actuellement hébergée par 9 États membres, est constituée d'équipements médicaux qui sont constamment acquis pour pouvoir être livrés rapidement aux États membres. Et puis, je ne terminerai bien sûr pas cette intervention sans évoquer la délicate question des vaccins. Question délicate parce que, en la matière, la politique européenne est souvent présentée comme un échec, ce qui, à ce jour du moins, n'est peut-être pas tout à fait faux au regard du retard pris dans la vaccination par rapport à d'autres États, mais qui n'est sans doute pas totalement juste non plus. En juin 2020, les 27 États membres ont choisi de mandater la Commission européenne pour négocier en leur nom, avec les laboratoires, l'achat de centaines de millions de doses de vaccins. Certes, l'exercice était nouveau pour la Commission, mais l'équipe qui a mené les discussions était compétente et aguerrie à la négociation. Alors, on peut imaginer que certains États auraient pu avoir plus de succès en agissant seuls. Mais ce cadre européen d'achat commun de vaccins a aussi permis d'éviter, dans une certaine mesure, et dans une certaine mesure seulement, une âpre concurrence entre États membres pour être livrés avant les autres par les laboratoires, ce qui aurait tout d'abord méconnu le principe de solidarité, qui est le fondement de l'Union européenne,
Ce qui aurait peut-être ensuite été source de graves échecs pour certains États, pensons par exemple à la France, qui aurait sans doute misé sur le vaccin de Sanofi, et ce qui n'aurait enfin pas empêché les retards de livraison dus aux défaillances de production de certains laboratoires. En revanche, le fait qu'un tiers des vaccins fabriqués en Europe partent à l'export, comme cela a été dévoilé début mars, est bien problématique et a amené l'Union non seulement à prévoir un mécanisme de contrôle des exportations de vaccins, mais aussi à menacer d'interdire ces exportations vers les États qui ne rendraient pas l'appareil, ce qui pourrait être fait, là encore, sur la base de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ce qui a d'ailleurs déjà été fait avec l'appui de l'Union par l'Italie qui a bloqué le transfert de 250 000 doses de vaccins vers l'Australie. On voit ainsi se dessiner, et l'avenir nous dira si elle se confirme, une forme de nationalisme en matière de vaccins, mais un nationalisme européen, expression évidemment paradoxale. D'autres mesures sont à l'étude ou en cours d'adoption, que ce soit en matière sanitaire, comme la création d'une autorité européenne d'intervention en cas d'urgence sanitaire, ou par exemple pour permettre la restauration des libertés de circulation, je pense notamment au passeport sanitaire. En guise de conclusion, je voudrais rappeler que Jean Monnet, l'un des pères fondateurs des communautés, puis de l'Union, prévoyait déjà en 1976 que l'Europe se ferait dans les crises et qu'elle serait la somme des solutions apportées à ces crises. À ce titre, les réactions européennes face à la Covid façonnent sans nul doute une nouvelle Europe. Je vous remercie.